Le 4 quarts politique de la semaine, le magazine qui vous aide à comprendre, à décrypter, à analyser l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine: Hubert Prolongeau, journaliste, Télérama Magazine; Michel Taubman, politique internationale; Noémie Aliwa, rédactrice en chef de i24 News; et Ariel Wiesman, entrepreneur qui revient de Dubaï. Nous parlerons des tensions militaires en Ukraine, nous parlerons des accords d'Abraham et de leur réalité d'abord et de leurs conséquences. Nous parlerons de ce livre enquête de Hubert Prolongeau qui vient de publier chez Flammarion sous le titre « Une année en Zemmouri ». Ce livre enquête se présente d'ailleurs sous la forme de 4 volets qui peuvent s'acquérir, Hubert Prolongeau, séparément ou ensemble. Mais le héros est le même à chaque fois. On va en parler. Le héros, vous êtes sûr? Quand on lit les titres des ouvrages, on se demande si c'est un héros. Le sujet principal, on peut vraiment se poser la question, c'est vrai. Mais vous avez conçu cet arrangement d'un livre en 4 volumes spécialement pour Zemmour. Oui, parce qu'il y avait moyen de thématiser ce qu'il était, qu'on avait envie de, comme c'est un livre un peu particulier, puisque j'y mêle mon enquête, ce que j'ai trouvé et la manière dont je l'ai menée, le ton est un peu original. On s'est dit autant donner une forme aussi un peu plus originale, et on a tenté l'idée en gros de la série télé en document d'enquête. Alors, on va prendre le temps d'en parler, mais d'abord, l'urgence est à l'actualité. Et l'actualité, ce sont les tensions qui se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine. La menace d'une guerre est réelle et la population s'y prépare. Nous avons avec nous donc un spécialiste de politique internationale, notre ami Michel Taubman. Bonjour. Bonjour Chauveau. Et on va parler avec vous de est-ce qu'on peut exclure le scénario d'une invasion militaire, puisque il y a maintenant 100 000 militaires russes qui sont massés à la frontière ukrainienne? Alors écoutez, on ne peut jamais rien exclure, évidemment, et moi je me garde toujours de faire des prévisions. Dans l'état actuel des choses, il faut d'abord dire que nous ne sommes pas au bord de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais que la guerre existe entre l'Ukraine et la Russie depuis 2014 et qu'elle a fait des milliers de morts. Le chiffre donne 13 à 14 000 Ukrainiens qui sont morts des suites de cette guerre. Donc il y a un état de guerre qui dure depuis longtemps entre l'Ukraine et la Russie. Deuxièmement, je ne suis pas un expert militaire, mais avant de cette émission, je me suis un peu renseigné. Les experts militaires considèrent que les troupes massées par la Russie à la frontière ukrainienne sont impressionnantes. Vous l'avez dit, 100 000 soldats, c'est impressionnant, mais que le dispositif logistique ne se prête pas à une invasion. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une invasion, je ne sais pas si vous avez déjà fait une invasion, je ne crois pas, moi non plus. Non, pas ces derniers jours. Il faut prévoir des hôpitaux de campagne, il faut prévoir du ravitaillement, et pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, il y a une tension qui est très forte, il y a une menace qui est très forte, et bien évidemment, si l'invasion n'est pas immédiate ni imminente, puisque pour l'instant l'heure est encore à la diplomatie, les risques de dérapage existent. On sait très bien que quand des troupes ennemies sont face à face, il peut y avoir un dérapage, il peut y avoir un incident très grave qui nous ferait basculer dans un conflit armé. Et c'est vrai que là, ce conflit armé ne concerne pas seulement l'Ukraine et la Russie, mais c'est un conflit qui concerne aussi les États-Unis et qui concerne aussi, au premier chef, l'Union européenne. Donc, la situation est très grave. Vous dites que le temps est à la diplomatie, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a 2 fers au feu. Il y a une délégation d'eurodéputés qui est conduite par Nathalie Loiseau et qui se rend ce week-end en Ukraine pour faire pression, dit-elle, pour que l'Ukraine ne soit pas avec le pistolet sur la tempe comme elle l'est. Et en même temps, il y a eu cette rencontre Poutine-Macron. Manifestement, Macron semble parier sur la détente, ou ce qu'il appelle la désescalade. Écoutez, on peut parier sur la détente tout en ayant le doigt sur la détente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si vis pacem parabellum. C'est un vieux proverbe latin. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Voilà. Mais il ne peut pas y avoir de diplomatie sans rapport de force.
Et donc, effectivement, les choses sont très graves, car ce qui compte, c'est de voir ce qui se joue derrière. Du point de vue de l'Ukraine, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est le droit du peuple ukrainien à aller vers une démocratie. Ce qui est en train de se produire en Ukraine depuis quelques années, notamment sous la présidence du président Zelensky, c'est l'évolution de l'Ukraine vers la démocratie, et notamment, puisqu'on parle sur Radio J, d'un véritable travail de mémoire par rapport aux pages les plus sombres de l'Ukraine durant la Deuxième Guerre mondiale et par rapport au nazisme, à l'antisémitisme, etc. C'est un aspect des choses, mais le droit pour l'Ukraine de choisir son destin et notamment d'adhérer à l'OTAN, c'est un droit imprescriptible de tous les peuples. Une fois qu'on a dit ça, il y a la réalité politique. C'est que pour la Russie, cela est ressenti comme une énorme provocation. Une énorme provocation, tout simplement, parce que la Russie, de par son histoire, a toujours été une nation impérialiste. Je sais que la gauche européenne et américaine a défilé pendant tout le XXe siècle contre l'impérialisme américain. Le vrai impérialisme, depuis toujours, c'est l'impérialisme russe, puis l'impérialisme soviétique, et l'Ukraine a été sous la coupe de cet empire. En même temps, il faut voir la réalité de la Russie, qui est un pays qui n'a pas réussi sa transition vers la démocratie, qui reste comme toujours une autocratie, et qui vit dans la peur. Alors, il y a une peur ancestrale de l'invasion. La Russie a été envahie par Napoléon, la Russie a été envahie par Hitler, et il y a cette peur de la déchéance de l'Empire. Et donc la Russie a besoin, ou pense avoir besoin, d'un glacis, c'est-à-dire d'avoir une domination sur des États voisins pour se protéger contre ce qu'elle considère comme ses ennemis, qui sont les pays occidentaux. Alors là, je crois que la question, je voudrais dire autre chose. Il y a deux choses. Il y a la question de l'Ukraine. Et bien évidemment, je pense que là, il faut une négociation qui tienne compte aussi de ce qu'est la Russie, mais qui tienne compte aussi des intérêts ukrainiens. Et puis, il y a la question des pays de la Pologne, de la Bulgarie, de la Hongrie. Il faut écouter ce qu'a dit le Premier ministre hongrois Viktor Orban hier dans la réunion des leaders d'extrême droite. J'ai rarement l'habitude de me référer à Viktor Orban, mais je crois, pour moi qui suis allé souvent dans ces pays-là, au temps du communisme et après, quand on vit en Hongrie, quand on vit en Pologne, on ne voit pas la menace russe de la même manière que quand on vit en Espagne, en Grèce ou à Paris. Donc je crois qu'il faut tenir compte de tout ça. Restez avec nous parce qu'on va avoir besoin aussi de vos lumières sur une autre région. On change de côté, comme on dit en football. Et nous, Ariel Wiesman, vous revenez de Dubaï, j'allais dire comme tout le monde. C'est vrai. C'est vrai que le tourisme repart c'est à cause de l'exposition universelle. D'abord, il faut souligner le fait que je suis allé à Dubaï avec une mission, puisque j'accompagnais en tant que parrain le Magen David Adom, et que c'est assez exceptionnel de réaliser qu'on puisse en 2022, avec une association caritative qui est une des plus grosses du monde, mais israélienne, aller à Dubaï pour faire une levée de fonds et pour faire un véritable voyage communautaire. Ça, c'est une première chose qu'il faut souligner, et je crois que c'est vraiment cette audace-là qui est intéressante aujourd'hui. Alors, je pense que Dubaï est devenu, quand on regarde vue du ciel, Dubaï il y a 20 ans et maintenant, on comprend très bien que c'est une sorte de non-lieu devenu un lieu sur lequel on a établi des centres de business et de tourisme, et que finalement c'est un lieu tout simplement créé pour attirer, accueillir et distraire et aussi consommer. Donc ça remplit tout à fait cette fonction, et l'Expo universelle est quelque chose qui attire les gens depuis 2020 déjà. Il faut réaliser que vous trouvez au milieu d'un immense complexe architectural où chaque pays
à son pavillon et son exposition, sa façon de communiquer. Je dois dire qu'il faut pas s'attendre à des choses de la dimension des expos universelles qu'on imagine. Il n'y a pas une tour Eiffel en plein milieu de Dubaï. En revanche, il y a des très beaux bâtiments qui sont conçus pour l'expo. Et à l'intérieur, je dirais que c'est plus quelque chose de digital, de vidéo, il faut pas s'attendre à autre chose. C'est véritablement, et c'est intéressant, hein, c'est absolument passionnant, mais c'est beaucoup plus intellectuel que immersif, quoi. On parle de synagogue à Dubaï et même en Arabie Saoudite, j'ai appris cette semaine. On en parle, on le chuchote pas. Vous avez pu voir cela à Dubaï ? Je n'ai pas été à la synagogue, mais enfin, elle est de notoriété publique. Bien, mais j'étais mais nous étions assez de juifs pour prier le matin et avoir notre synagogue, et nous n'étions pas sûrs d'être assez là-bas. Mais effectivement, il y a une synagogue alors elle existe déjà depuis 5-6 ans, hein, et puis là maintenant, évidemment, avec les accords d'Abraham, elle s'est totalement officialisée. On rencontre des juifs, y compris des gens qui travaillent dans le kasher, parce qu'il y a énormément de tourisme israélien qui sont là depuis 6-7 ans, et ça ne posait pas de problème avant la signature des accords d'Abraham. Donc il raconte comment cette petite communauté s'est constituée et aujourd'hui est une communauté solide dans laquelle il y a, alors je ne peux pas dire un chiffre exactement, mais enfin il y a quand même, à mon avis, plusieurs centaines de juifs en permanence à Dubaï. Alors le Covid apparemment n'a pas découragé les touristes, et puis il y a aussi, vous en parliez, les accords d'Abraham. Il faut signaler d'ailleurs que en ce moment même le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, est en visite officielle à Dubaï. Ces accords d'Abraham se développent, ils prennent racine. Oui, écoutez, je pense que le monde arabe est en train de changer. Les excès du nationalisme arabe appuyé sur la cause palestinienne à toute force ont un peu lassé, à mon avis, les gens qui ont envie que le monde arabe progresse et fasse du business, entre parenthèses. Et donc, je pense que le fait que Israël soit une démocratie installée au milieu du Moyen-Orient qui survive sans l'aide du pétrole, ça inspire énormément des pays comme les Émirats arabes unis et même l'Arabie saoudite, où maintenant, dit-on, il y a un rabbin et quelques juifs même, dans ce pays où c'était totalement, où on est vraiment à la racine même du fondamentalisme et où il était totalement exclu qu'un hérétique comme un juif puisse habiter. Non, je crois que véritablement ces pays arabes qui sont des pays maintenant vraiment de business, d'économie, qui ont envie de penser en termes de technologie, de lumière, mettre la cause palestinienne peut-être un peu derrière, et l'idée de collaborer avec Israël et avance vraiment très vite. Même si un groupe comme le nôtre fait l'objet quand même, quand on est dans ces endroits-là, d'une certaine surveillance. Michel Taubman, vous confirmez cela? Les accords d'Abraham ont totalement modifié la donne de la région? Écoutez, oui, je pense que c'est un des événements historiques les plus importants depuis la chute du mur de Berlin. C'est le mur qui séparait Israël et les pays arabes depuis 1948. Ce mur est en train de se fissurer. Alors, l'histoire nous dira, parce que l'histoire est facétieuse et parfois tragique, nous dira si on va aller si cela va s'approfondir et si l'hypothèse positive que je souhaite et que nous souhaitons tous se confirme. Ça semble bien parti pour ça, ou si malheureusement il y a des retours en arrière, comme souvent dans l'histoire. Mais c'est un événement considérable, car on peut dire aujourd'hui que le conflit entre Israël et les pays arabes, la plupart des pays arabes, ce conflit aujourd'hui appartient au passé. Je ne parle pas du ressentiment des populations arabes, de certaines populations arabes à l'égard d'Israël ou à l'égard des Juifs. Je ne parle pas du conflit avec les Palestiniens. Mais en même temps, ces accords d'Abraham, qu'on appelle accords d'Abraham, mais qui se sont élargis, puisque les accords d'Abraham, ça concerne les relations entre Israël et deux petits pays, Émirats arabes unis et Bahreïn, mais ils se sont très vite élargis à la normalisation avec le Maroc, avec le Soudan, et sans que ce soit officiel,
on a vu l'Arabie Saoudite faire un peu son coming out, et ses relations souterraines, militaires, économiques, stratégiques, etc., qui existaient depuis longtemps, sont aujourd'hui en train d'apparaître au grand jour, même si l'Arabie Saoudite n'a pas encore franchi le pas. Elle ne franchira peut-être pas pour l'instant, avant quelques années, d'une officialisation des relations diplomatiques avec Israël et de l'ouverture d'une ambassade à Tel Aviv, voire à Jérusalem. Donc, c'est un événement considérable et par exemple, et je pense que le plus important, c'est pas seulement ce qui se passe au Bahreïn et à Dubaï, mais c'est aussi, par exemple, ce qui se passe avec le Maroc, parce que le Maroc, c'est un grand pays. C'est un grand pays qui a des liens qui comptent dans le monde musulman, puisque le roi du Maroc est le commandeur des croyants, et qui a des liens historiques humains avec les Juifs. Il y a environ 700 000 Israéliens qui sont d'origine marocaine, et il y a toujours eu, et c'est le seul pays arabe où la communauté juive a toujours été protégée par la monarchie, non seulement pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais toujours. Alors, par exemple, le fait que le roi du Maroc ait tenu à mettre dans la Constitution le fait que le judaïsme fait partie de l'identité marocaine, c'est quelque chose d'essentiel. Et j'ai quelques amis là-bas qui sont enthousiastes par la situation et qui me disent plusieurs choses. D'une part, le parti islamiste marocain qui condamnait la normalisation avec Israël s'est effondré aux dernières élections. Ça veut dire que la population adhère à ces accords, à cette relation humaine, pas seulement économique, mais touristique, humaine, culturelle avec Israël et avec les Juifs. Et puis, l'autre fait, c'est que les jeunes Arabes du Maroc, qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? Ils regardent les séries israéliennes, et peut-être que cet effondrement de l'islamisme au Maroc, et je l'espère dans d'autres pays arabes, suite aux accords d'Abraham, ça aura aussi un jour des conséquences dans nos banlieues. Parce que les jeunes Marocains, les jeunes Français d'origine marocaine, quand ils vont en vacances au Maroc et qu'ils voient le drapeau israélien qui flotte au milieu de Rabat sur l'ambassade israélienne, et qu'ils voient leurs frères, leurs cousins qui regardent les séries israéliennes. Et là, je dois dire que la paix par l'économie n'avait jamais été tentée jusqu'à présent. C'est à mettre à l'actif de Donald Trump. Vous avez autorisé quand même Ariel Wiesman à réagir et Noémie Aliwa aussi, parce qu'ils connaissent très bien le sujet. Ariel. Non, parfaitement. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que on a l'impression, quand on arrive dans ces pays-là, et au Maroc aussi, puisque j'étais il y a pas longtemps, on a l'impression que c'est une illustration du titre du livre de votre frère, Victor Malka, Avons-nous assez divagué? C'est-à-dire que d'un seul coup, l'accueil qui était froid se transforme en, au contraire, vous êtes la personne la plus importante du monde parce que vous êtes juif. Et je dirais même que on est presque plus à l'aise avec une kippa au Maroc aujourd'hui que dans les rues de Paris. Et c'est extrêmement étonnant. Et on a l'impression que c'est une sorte de cauchemar qui se dissipe. Voilà, tout simplement. Noémie. Oui, non, je rebondissais sur ce que disait Ariel Wiesman et également Michel Taubman. Ce qui est vraiment passionnant, intéressant, fascinant dans cette histoire des accords d'Abraham, c'est vraiment la recomposition complète des alliances que ça a impulsé, et puis cette fracture aussi au sein du monde arabe, au sein de la Ligue arabe. Il y a vraiment deux blocs qui aujourd'hui se regardent un petit peu en chien de faïence, entre ceux qui pensent vraiment que la question palestinienne est centrale, qu'elle ne peut être éludée, qu'elle n'est non négociable, et ceux qui pensent au contraire qu'il faut pouvoir la dépasser pour des raisons économiques, pour le business, comme vous disiez, pour tout un tas de raisons qui font que cette question est, si ce n'est dépassée, en tout cas qu'elle peut être d'une certaine façon un petit peu positionnée sur le côté pour développer d'autres choses. Et donc cette fracture au sein du monde arabe, moi, me fascine, me passionne. Oui. Et on voit qu'il y a une recomposition qui se joue aussi à ce niveau-là. Oui, parce que vous avez encore, et on en a eu l'illustration, puisque pendant qu'on était là-bas à Abu Dhabi, il y a eu un attentat fait par un drone lancé par les rebelles Houthis. Mais les rebelles Houthis, c'est les premiers à avoir exclu les Juifs de leur zone. Il y avait quelques Juifs yéménites qui étaient encore là. Ils les ont prestement fait partir, et ils ont trouvé d'ailleurs refuge temporairement aux Émirats Arabes Unis, puis ils sont partis en Israël. Mais on voit bien que les rebelles Houthis, l'Iran chiite, etc., forment un bloc, mais que ce bloc-là, il est de plus en plus, il se réduit de plus en plus, et au contraire, on se rend compte que dans les pays
assez autocratique encore, toujours du monde arabe, la cause palestinienne devient quelque chose de plutôt secondaire et pas une urgence. L'urgence, c'est plutôt de créer les conditions d'un essor économique de la zone sans le pétrole. Alors, je rassure notre ami Hubert Prolongeau, on va parler de son année en Zemmourie, mais encore on va avoir une bonne demi-heure pour en parler, mais encore un mot avec vous, Noémie, parce que cette semaine, il y a eu la visite du président Macron à Oradour-sur-Glane, que vous avez suivi, la visite du Premier ministre Jean Castex à Auschwitz pour l'anniversaire de la libération du camp. Jean Castex s'en est pris directement aux falsificateurs de l'histoire. On saisit, même s'il ne le dit pas expressément, qui est visé. Je crains d'être extrêmement minoritaire dans cette émission, mais allons-y. Je trouve ça très dangereux d'instrumentaliser les choses dans cette période de campagne présidentielle, y compris quand on veut s'attaquer à Éric Zemmour, qui est un candidat à l'élection présidentielle. Et donc, ça me semble extrêmement malvenu. Il y a eu beaucoup de commémorations à Paris, notamment, que j'ai pu suivre pour I24 News, notamment au mémorial de la Shoah, où on a pu voir Valérie Pécresse, Anne Hidalgo venir, alors à huis clos, mais malgré tout, bien sûr, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient présents sur place. C'est fait tous les ans, mais pour moi, c'est extrêmement problématique. Parce que il faudrait pas le faire cette année. Il y a certains sujets, notamment les attaques terroristes, la Shoah, qui devraient être mis hors du jeu politique, qui devraient être peut-être des sujets qu'on devrait pouvoir sanctuariser et ne pas dégueulasser, pardon du terme, mais avec dans le cas d'une campagne présidentielle avec des attaques personnelles. Alors je sais qu'Éric Zemmour est connu aussi pour s'être lui-même impliqué, notamment dans sa défense de Pétain, mais ça me semble quand même malgré tout problématique. Et je vous signale qu'il aurait pu parler puisque c'était l'actualité. Il n'en a pas parlé, lui. Il n'a pas pu s'empêcher d'envoyer un petit tacle à Zemmour. Bien sûr, Castex ne s'en est pas caché non plus, mais je trouve ça pas nécessaire. Mais ce qui veut dire laisser le monopole de l'instrumentalisation à Zemmour, puisqu'il a instrumentalisé le Bataclan, puisqu'il a instrumentalisé les liens entre Pétain et les Juifs, donc on lui laisse le terrain. En l'occurrence, il se trouve que c'est un jour de commémoration de la libération d'Auschwitz, donc peut-être que ce jour-là, on devrait simplement éviter de parler de ce sujet. Et je dis pas que Zemmour a le droit, Zemmour non plus ne devrait pas s'autoriser. Et encore une fois, il devrait y avoir des sujets sanctuarisés qui ne devraient pas être mis Moi, je suis comme plutôt ça d'accord avec dans des questions politiques et dangereuses. Je suis d'accord avec vous, Noémie, parce que l'idée que l'histoire doive être révisée entre guillemets, ou en tout cas mise en débat à partir d'un point de vue zemmourien, c'est terrible en fait, parce que finalement on met un problème là où il y avait un accord sur toute l'histoire. D'un seul coup, on est obligé de penser dans les termes de Zemmour, pour, contre. C'est lui qui fait les thèmes de débat, et en plus, que vient faire l'histoire, la collaboration dans cette élection présidentielle. Mais c'est lui qui en parle, Ariel. Mais en l'occurrence, ce jour-là, il n'en a pas parlé. Mais peut-être que il faut avoir une réaction un peu adulte et dire voilà, il y a des thèmes qui sont importants. Mais dans ce cas-là, faut dire ça à l'essentiel des médias, en leur disant arrêtez d'inviter Zemmour à longueur de temps, parce que c'est le seul qui fasse de l'audience. Et quand on le balance comme interlocuteur, théoriquement intervieweur de Mélenchon pour recréer le clash. On va faire une pause et on va revenir à cette année en Zemmourie. Tout de suite, le flash Eva Soto. Car Politique revient avec nos invités Hubert Prolongeau, Michel Taubman, Noémie Alioua et Ariel Wiesmann. Nous parlons donc de votre année en Zemmourie. Hubert Prolongeau, vous avez vu beaucoup de monde pour écrire ce livre. Qu'est-ce que vous avez appris de neuf que vous ne saviez pas avant votre enquête ? Alors d'abord, je l'ai commencé en janvier 2021, cette enquête. Donc c'est-à-dire que moi, je partais faire le portrait d'un polémiste tendance extrême droite. Aujourd'hui, je me retrouve à faire celui du peut-être prochain président de la République. Donc là, toute cette enquête a été portée par cette évolution en permanence. Donc ce que j'ai appris déjà, ce dont je ne me doutais pas au début, c'est que Éric Zemmour pouvait devenir le candidat Zemmour. Ça a été la première surprise. Sur ce qu'il est, j'aurais aimé apprendre
plus de choses complexes sur lui. J'ai essayé de dresser un portrait psychologique d'un homme qui apparaît au bout d'un an de fréquentation de beaucoup de gens qui l'ont connu comme assez monolithique. J'aurais aimé faire un livre, même si mes idées ne sont pas celles de Zemmour, plutôt les siennes ne sont pas les miennes, j'aurais aimé faire un livre qui mette à jour quelqu'un de plus complexe, de plus... Ça n'a pas été le cas. Le Zemmour qu'on voit comme ça, le Zemmour qui s'entête, le Zemmour obstiné, le Zemmour obsessionnel, le Zemmour très peu empathique, est celui que m'ont décrit la plupart des gens, y compris ses amis. L'autre chose que j'ai découvert en lisant Zemmour, ce que j'avais peu fait, c'est l'extrême approximation avec laquelle il travaille. On a évoqué là ce qu'il a tiré de la collaboration, mais même sur des tas de points de détail, il est extrêmement peu rigoureux. Il se trompe sur des titres de livres, il se trompe sur des paroles de chansons, il se trompe sur des tas de points de détail qui sont extrêmement faciles à vérifier. On a vu ça avec Laurent Joly qui parlait qui disait que à un moment donné, ça m'avait pas, j'ai lu les livres de Zemmour, ça m'avait pas frappé, mais il paraît qu'il appelle le cardinal Gerlier, qui a eu un rôle éminent pendant la guerre, il l'appelle le cardinal Gerbier. Mais oui, c'est un peu embêtant quand même pour quelqu'un. Il y a un exemple très très significatif, alors qu'il y a un exemple minuscule. Il est évident que c'est pas un argument politique que je donne là. Mais il cite à un moment la célèbre phrase de Paul Nizan. J'avais 20 ans, je ne permettrai à personne, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Il la cite et il la transforme en disant « Je ne laisserai personne ou je ne permettrai à personne de dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie ». C'est une phrase, il suffit d'ouvrir un livre de 200 pages qui est en poche, c'est la première phrase, donc la vérification ne demande pas non plus d'aller passer des heures à la Bibliothèque nationale. Il ne fait pas ce travail de base. Et en plus, en massacrant cette phrase magnifique, il montre que, alors qu'il a passé des années à On n'est pas couché, à expliquer à des primo-romancières venues de la télé qu'elles n'avaient aucun style, que lui ne comprend pas non plus ce qu'est la beauté de la langue. Alors, attendez, restons sur l'empathie. Je sais pas si vous serez d'accord. Non, mais moi, je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je trouve ça vraiment on the spot, c'est-à-dire que le journalisme est une science de l'à peu près, hein, et particulièrement l'infotainment, qui est quand même une école qui a commencé chez Ardisson en France et qui se prolonge avec Éric Zemmour et avec plein d'autres. Et pour en avoir été un petit peu partie prenante, je peux dire que le journalisme, ça consiste souvent à expliquer aux gens quelque chose qu'on ne connaît pas forcément soi-même. Et donc c'est une habitude. Et on peut voir souvent dans le regard de Zemmour, et je le sais parce que je me suis trouvé dans ces situations-là, cette espèce d'urgence à parler de quelque chose qu'on ne connaît pas très vite. Et sauf que là, il s'agit de thèmes nationaux et que tout le monde... Et quand on voit par exemple cette histoire des enfants handicapés dans les écoles, on le regarde, on sent qu'il improvise parce qu'il n'avait pas de thème là-dessus. Ou quand il se trompe sur le nom des enfants Sandler, qu'il appelle Santander. Il y a un paradoxe très profond chez Zemmour, c'est que c'est quelqu'un qui a les yeux en permanence braqués sur le passé et qui est en fait un pur produit d'aujourd'hui. Zemmour, c'est pas du tout, il parle tout le temps de Sartre, de Aron, de Mauriac, il n'est pas du tout de cette là. Zemmour, c'est un homme du buzz, c'est un homme de la provocation, c'est un homme de la formule choc, et c'est pas du tout un homme de la réflexion élaborée, c'est pas un homme du livre. Alors, sur le manque d'empathie, et puis vous connaissez tous Noémie, Ariel, Michel, vous connaissez tous Zemmour, donc vous pourrez réagir sur le manque d'empathie et sur ses traits de caractère de manière générale. Vous dites Hubert Prolongeau, parce que vous vous adressez à lui, vous le tutoyez d'ailleurs, vous dites vous êtes de la même génération. Voilà, on a le même âge, on fait le même métier. Mais de constater que si tous vantent ta culture, ton intelligence, ton sens du débat, ta courtoisie, ton humour, ton autodérision, aucun, et Dieu sait que j'ai posé la question, ne m'a évoqué ta générosité, ne m'a raconté un geste que tu aurais fait pour lui, n'a mentionné un coup de main, une attention particulière. Il faut dire quand vous lisez le livre qu'il y a une seule exception, je vais y arriver, c'est ces coups de fil à Isabelle Balkany quand son mari est en prison. Oui, mais c'est le seul moment où on m'a dit oui, il a fait quelque chose de sympa. Il y a même un de ses amis, je l'ai pas cité parce que voilà, mon but n'est pas de brouiller Zemmour avec les amis qui lui restent, qui m'a dit l'autre n'est pas sa priorité. Donc effectivement, c'est quelqu'un, les gens qui l'aiment, aiment en lui sa culture, son humour, son intelligence évidente, mais
personne ne m'a parlé d'une humanité profonde de Zemmour, quelle qu'elle soit. Il apparaît à la fois autocentré et parfaitement égoïste. Vous reconnaissez ce trait de caractère Non, mais autocentré, certainement, parce que aujourd'hui le journaliste doit être une sorte de semi-star, hein, c'est une starlette, le journaliste, et donc il y a cette espèce de mise en scène de la précision qu'on voit pas seulement chez lui. Je veux dire, tous les journalistes ont cette façon de se mettre en scène comme des sachants. Certains, c'est avec des papiers, un stylo. Certains, c'est avec ce micro agressif, comme dans Cache Investigation. Il y a aujourd'hui tout un décorum et un comportement qui doit signaler le journaliste au grand public, le sachant. Et Éric Zemmour l'a très bien compris quand il parle, quand il donne quelques dates, quelques chiffres, parce qu'il a une espèce de mémoire un peu Asperger comme ça. Il se met en scène comme quelqu'un qui a étudié, qui a compris, qui a des lettres, et les gens tombent dans ce piège parce que ça marche très bien. La première chose que les gens disent sur Zemmour, c'est qu'il est cultivé. Alors, évidemment, il l'est, mais il l'est de façon extrêmement approximative et systématique, c'est-à-dire que il s'approprie ce qui l'intéresse pour le faire rentrer dans un système prédigéré. La culture pour lui, c'est pas du hardware. C'est pas du tout une remise en question. C'est au contraire bourrer ses préjugés de preuves possibles. Voilà. Et lui-même se mord la queue parfois. Passez-moi l'expression. Par exemple, dans le débat avec Mélenchon sur BFM, à un moment, il cite la fraude sociale, qui pour lui est un scandale, et il cite ce chiffre de 50 milliards d'euros de gaspillage tous les ans que ça coûterait à la France, et sa source est un livre, Le cartel des fraudes, d'un ancien magistrat qui s'appelle Charles Pratt. Et lui-même, dans La France n'a pas dit son dernier mot, livre qui est sorti un mois avant, cite la fraude sociale, cite Charles Pratt, mais là, du coup, le chiffre n'est plus que de 30 à 40 milliards. Donc, de lui-même, Zemmour, écrivain, passant à la télé, rajoute 10 à 20 milliards de plus à sa démonstration. Alors, Noémie, puis Michel Taubman, puisque tous les deux, Michel Taubman, vous l'avez interviewé, et Noémie, vous le connaissez bien. Zemmour, c'est d'abord quelqu'un qui a une pensée de système, comme c'est un idéologue, c'est-à-dire quelqu'un qui a une pensée de système, il écarte tout ce qui n'entre pas dans son idéologie, et j'aime beaucoup la formule de Finkielkraut là-dessus, il dit « Pour Zemmour, tout est bon dans le cochon ». Ça veut dire que pour lui, dans la France, on doit regarder uniquement la part lumineuse, et surtout, ce qui est sombre, eh bien, on doit totalement l'écarter. C'est vraiment une pensée de système, la pensée d'Éric Zemmour. Et en ce qui concerne peut-être sa brutalité, moi, je vous avoue que je l'ai rencontré quand j'étais au Figaro. On avait pris quelques cafés ensemble, on avait discuté. Je connais par ailleurs certains de ses proches aujourd'hui. Ce que je peux dire de lui, c'est que, au contraire, j'ai toujours rencontré quelqu'un d'extrêmement solitaire, c'est vrai. Je ne le qualifierais pas de quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de solitaire, mais pas quelqu'un de brutal, quelqu'un d'assez sensible, quelqu'un d'assez ouvert. Peut-être pas brutal, mais manquant de nuances. C'est pour ça qu'il me semble qu'il y a malgré tout, et là peut-être, en tout cas de l'image que moi j'en ai, c'est quelque chose d'assez différent de ce que vous avez présenté, c'est-à-dire que je vois tout de même un écart entre la personnalité publique, qui elle peut faire parfois preuve d'une grande brutalité dans certaines de ses expressions, mais qui par ailleurs dans l'intime, dans l'amical, peut être assez doux, assez sensible, assez à l'écoute, et même parfois il peut douter de lui-même, et toutes ces choses-là qu'on ne retrouve pas dans le personnage public. Je suis assez d'accord avec vous, Noémie. Je suis assez d'accord avec vous, et c'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup, entre guillemets, se transgresser lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jouissance un peu masochiste à passer des limites, à dire des choses qui vont par exemple à l'encontre de son identité juive, à l'encontre de son identité d'homme marié par exemple. C'est quelqu'un qui aime comme ça passer un peu et frissonner, et je pense qu'il a besoin de ce truc-là, et les Français le regardent faire, et il y a certains que ça fascine, parce que le transgresseur, ça fascine tout le temps. Absolument. Il y a une phrase d'ailleurs de Philippe Bilger qui touche une chose assez juste. Il dit je suis un réactionnaire qui aime les nuances, pas lui. Il globalise volontiers, et c'est ce qui me gêne le plus. Un jour où j'étais invité à Zemmour et Nolo, je le lui ai dit, il m'a répondu « Ah, si je nuance, je ne suis plus écouté ». Il
il y a une vraie construction effectivement de ce personnage un peu obtus. Plusieurs fois, il a dit ça. Doménac raconte la même chose. Quand il le raccompagnait après sa dispute, des fois il disait jamais je me suis trompé, mais il disait ah oui, tu as peut-être raison. Mais tous constatent que depuis un certain temps, ceux qui l'accompagnent sur les plateaux, il ne le dit plus. C'est-à-dire qu'il est convaincu d'avoir raison. Et CNews, son émission sur CNews, était quand même une espèce d'heure qui lui était dévouée, où il affirmait sans aucune contradiction. Il est passé sans doute de ce que vous disiez, parce que je crois que votre connaissance de lui remonte à plusieurs années, et tout le monde change. Il est passé à une attitude de plus en plus déterminée et de plus en plus obtuse sur certains sujets. Michel Taubman. Écoutez, moi, c'est délicat de parler d'Éric Zemmour. Je le connais beaucoup moins bien que Prolongeon. Je n'ai pas écrit de livre sur lui. Simplement, je ne veux pas ni en dire du bien ni en dire du mal. Il y a une chose qui me frappe chez lui et dans laquelle je peux le comprendre et je peux ressentir une sorte de proximité avec lui, puisque nous avons le même âge et que nous sommes deux enfants juifs qui avons grandi dans la France des années 60. C'est cette honte d'être juif. Moi aussi, enfant, dans les années 60, j'ai ressenti très très longtemps, très profondément, cette honte d'être juif. Et ça, je crois que c'est quelque chose que les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas reconnaître, que les jeunes juifs français qui défilent derrière le drapeau israélien ne peuvent pas comprendre. Cette honte d'être juif, moi, je l'ai surmontée à un moment donné, mais je l'ai réalisé lorsque j'ai réalisé qu'il était comme ça, Zemmour, lorsque je l'ai interviewé pour les 24 News, et surtout ce qui peut donner, tout ce qui donne une sorte de fierté aux Juifs, une fierté nationale et pas simplement appartenir à être de confession israélite, comme il dit, comme on disait pendant la guerre, et comme ma mère me disait de dire, ne dis à personne que tu es juif, dis que tu es israélite. C'est ce qui m'a beaucoup marqué quand j'étais petit. Sur tous les marqueurs de l'identité juive moderne, c'est-à-dire d'après la Shoah, d'après 1967, Zemmour ne colle pas. Le sionisme, la fierté à l'égard d'Israël, ou même la sympathie, la communauté de destin que tous les juifs presque ressentent à l'égard d'Israël, la peur de l'arme atomique iranienne, sur la question, et puis l'antisémitisme. Il y a quelque chose, je pense, d'assez terrible. Quoi qu'on puisse penser des débats historiques qui peuvent être nuancés, etc., c'est d'aller dire, moi qui suis juif, je condamne Dreyfus, je soutiens Pétain, je réhabilite Pétain, etc. Et il y a quelque chose qui est assez douloureux, je pense, et assez pathétique chez lui, et qui fait que s'il a, je pense, une bonne intuition stratégique, il a une très bonne intuition stratégique de vouloir dépasser le clivage entre le mur que Mitterrand avait posé, le mur de la honte entre la droite et l'extrême droite, de le faire sauter. Je pense qu'il va arriver à le faire sauter, mais je pense qu'il n'est pas l'homme de la situation parce que, vous l'avez dit, il n'est pas personnellement, ni psychologiquement, ni intellectuellement à la hauteur du projet qu'il se donne. Alors, il y a une citation d'Isabelle Balkany. Je suis pas particulièrement fan d'Isabelle Balkany, mais enfin, puisque vous le faites, je reprends. C'est à propos des Zemmour, c'est un croyant. Il va à la synagogue beaucoup plus que moi. Vous avez eu d'autres témoignages de cette prétendue fréquentation de la synagogue? Non, je sais qu'il fréquente, dit-il, celle de Saint-Lazare, celle de Saint-Lazare, qui est devenue le centre d'un culte où on le voit apparaître. Il y a quelques photos de lui avec sa kippa, qu'il a eu ce débat très houleux avec Gilles Bernheim à la Victoire. Oui. Mais non, il dit là aussi que dans l'intime, effectivement, que on l'appelle Moïse chez lui, et que le vendredi, il fait les rites juifs comme beaucoup d'autres. Mais par ailleurs, après, je crois que le Michel Taubman a employé le terme de honte. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Dans sa vision assimilationniste de l'intégration à la France, la culture personnelle doit rester à la maison. Mais à la maison, je ne crois pas qu'il ait jamais eu honte d'être juif, ni qu'il le cache. Juste, il considère qu'on ne doit l'être que là. Il considère que la France, à laquelle il voue un culte très net, est un pays chrétien et qu'il doit se soumettre, ou du moins respecter cette suprématie chrétienne, et que son côté juif ne vient que après. Mais je ne pense pas qu'il ait honte, il ne l'a jamais caché, et chez lui, tous les témoignages
tend à dire que il vit sa judéité sans problème. Mais il ne faut pas qu'elle déborde de la maison. Ariel, ce rapport au judaïsme, pour moi, il ressemble un peu à ce faux messie, sa bataille de Séville. C'est-à-dire que on parle de ces apparitions comme ça à la synagogue Saint-Lazare, comme s'il y avait une dimension mystique à ce bonhomme qui arrive coiffé d'une kippa et qui dit les choses les plus contraires à l'éthique juive qui puisse exister. Donc ce côté véritablement néo-syncrétique, envie de se convertir à la religion du lieu. Prolongeau rejoint cette idée. Il dit les attentats ont été un choc pour lui. Ça confirmait ce qu'il disait. Il s'est vu prophète. Exactement. Aujourd'hui, il ne voit que des gens qui sont d'accord avec lui, ça l'enferme. Sa bataille de Séville, sa bataille de Séville, c'est quelqu'un qui est arrivé dans un monde juif complètement en désarroi après des pogroms, des massacres, etc. C'est un peu le cas de la communauté juive française. Il y a beaucoup de points communs. Il y a cette espèce de goût du libertinage. Il y a cette envie quand même, pratiquement, il y a un désir de se convertir quasiment. Hein. Il y a une espèce il y a une vision prophétique fondée sur une vision décliniste de l'atmosphère générale, de dire mais ce monde et va vers une sorte d'apocalypse. Bon, il y a quelque chose de très très frappant là-dedans. Il a eu une phrase lui-même très étonnante dans une interview récente à Valeurs Actuelles où il dit avant j'étais écrivain, il dit pas aujourd'hui je suis candidat, il dit aujourd'hui j'ai charge d'âme. C'est quand même charge d'âme pour une simple candidature, simple si l'on peut dire, à la présidence de la République, c'est-à-dire l'accession à un poste politique. Et charge d'âme, c'est pas ses enfants, c'est nous tous. C'est charge, voilà, nous tous, enfin ceux qui veulent du moins. Mais effectivement, c'est une phrase étonnante qu'aucun autre candidat n'a. Mais vous savez, on pourrait imaginer contre lui Élise Lucet par exemple. C'est tous les deux des gens qui sortent du monde médiatique avec une espèce de vision de sauveur comme ça, de gens qui débusquent des grandes vérités et qui sont fondées sur une vision complètement décadente du monde d'aujourd'hui. Quand on les écoute, on a l'impression que la France est un pays où règne le mensonge, où règne la délinquance, la haine entre les communautés, etc. Quand même, il faut rétablir l'idée que la France est un pays qui est en croissance, qui a quand même bien géré la crise de Covid, etc. Toutes ces choses-là, ça fait partie de ce qui peut nous permettre de produire un contre-discours. Alors Hubert Prolongeau, vous n'avez pas vu, vous avez eu une rencontre, avec Jean-Marie Le Pen, mais enfin, faut reconnaître qu'il est assez fuyant et on n'apprend pas grand-chose. Vous vous êtes donné beaucoup de mal pour le voir. Mais à l'arrivée, il n'y a pas grand-chose. Non, et c'est d'ailleurs une des raisons de la forme qu'a pris ce livre, parce que l'enquête a été très compliquée, j'ai eu énormément de refus. Tous les gens qui ont fait Zemmour, par exemple, à la télé, refusent tous d'en parler. Ardisson, Ruquier, Catherine Barma, personne n'a accepté. Dans l'édition, c'est un peu la même chose. Lise Boel, son éditrice chez Albin Michel, n'a pas voulu me voir. Éric Nolot n'a pas voulu me voir. Clara Dupont-Mono, qui lui a mis le pied à l'étrier, bien malgré elle, en étant l'éditrice du Premier Sexe. Vous voyez quand même Geoffroy Lejeune, qui est celui qui a mis et qui dit des choses intellisantes. Oui, mais notamment qui méprise, que Zemmour méprise les journalistes. Oui, mais maintenant, c'est évident. C'est une posture classique de l'extrême droite. Mais ça fait très longtemps qu'il dit qu'il n'est plus journaliste, qu'il est idéologue. Il se définit comme écrivain idéologue depuis des années. Alors attendez, ma question est autre. Oui. Vous n'avez pas vu, Marion Maréchal Le Pen, et on a beaucoup parlé cette semaine des ralliements. On a même parlé d'un possible transfert dans les jours qui viennent de Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que vous pressentiez ces ralliements ? Non, mais je pressentais, sans vouloir du tout, là, moi, jouer au prophète, que l'ampleur prise par Zemmour allait taper beaucoup, plus qu'on ne le pensait au début, sur le Rassemblement national, lequel est quand même en déliquescence financière et en perte d'adhérents, puisqu'ils sont moins de 20 000, je crois, aujourd'hui. Et effectivement, l'humour de Marine Le Pen, disant, quand Zemmour s'est déclaré, moi aussi, quand j'étais jeune, je voulais être Miss France, là, je sentais que elle ne continuerait pas de rire très très longtemps. Et effectivement, elle ne le fait pas. Et la réussite actuelle de Zemmour, je ne pense pas, mais je peux me tromper, qu'il soit élu, ni même qu'il se retrouve au deuxième tour. En revanche, il est en train de construire pour l'après-élection quelque chose qui, là, sera solide et lui permettra de continuer à peser sur ce jeu-là. Et lui permettra de chanter Maréchal, nous voilà.
peut-être pas jusque-là. Il faut... Oui, puisque effectivement, elle se fait appeler Marion Maréchal et non plus Marion Maréchal Le Pen. Ouais. Les ralliements, Noémie. Ce serait cohérent, c'est vrai, c'est difficile. Et après, je fais un tour de table sur votre coup de cœur de la semaine ou votre coup de griffe. Alors c'est je difficile. vous prends pas en traite, c'est la tradition dans cette émission. C'est difficile de faire le prophète, mais ce serait cohérent que Marion Maréchal rejoigne Éric Zemmour. Ce serait cohérent d'un point de vue strictement idéologique parce que Marion Maréchal est beaucoup plus conservatrice que sa tante sur le plan des mœurs, sur la question par exemple de la GPA, de la PMA, du mariage homosexuel. Ce sont des questions sur lesquelles elle est jugée dans le camp conservateur, comme Éric Zemmour, à l'inverse de Marine Le Pen, qui elle est beaucoup plus libérale et qui ne prend pas forcément ce genre de sujet à bras-le-corps. Donc ce serait cohérent finalement, mais ce serait aussi un coup de poignard dans le dos de sa tante. Donc nous verrons bien ce qui se passera, ce qu'elle décidera. Il y a une communauté de réseau aussi. Tout ce qui gravite autour de Valeurs Actuelles, autour de Geoffroy Lejeune dont vous parliez, est très proche de Marion Maréchal. Et là, il y a une passerelle évidente, alors qu'elle l'est beaucoup moins avec le parti de sa tante. Alors, le coup de cœur ou le coup de griffe. On commence par vous, Michel Taubman. Non, je peux pas ajouter une chose par rapport à Marine Le Pen et Éric Zemmour. Juste une chose. J'ai le souvenir de l'hiver 1995 où un chef de parti était abandonné par ses plus proches compagnons. Jacques Chirac était abandonné par Charles Pasqua, et ce chef de parti dont tout le monde pensait qu'il serait battu, qu'il était ringard, qu'il se présentait pour la troisième fois, c'est finalement Jacques Chirac qui, abandonné par les siens, a remporté l'élection présidentielle. Et le fait que Marine Le Pen soit dans cette position aujourd'hui la rend plutôt sympathique, et tout ce que fait Zemmour depuis 6 mois a plutôt tendance à renforcer Marine Le Pen, c'est-à-dire à la légitimer, et Zemmour est le meilleur agent de la dédiabolisation de Marine Le Pen. Le coup de cœur en style télégraphique, parce qu'on n'a plus le temps. Mon coup de cœur, va vers les députés et les élus de La République En Marche et d'autres aussi, quelle que soit leur couleur politique, qui sont agressés, insultés, humiliés de plus en plus en France. Encore Jean Castex lors d'une visite dans les rues de Grenoble. Toute la sympathie va à ces élus qui font un dur travail et qui sont critiqués par des gens qui ne prennent jamais de responsabilité. Très rapidement, Noémie. moins d'une minute, j'imagine. Coup de cœur, un livre que je viens de terminer de Anne Rosencher, qui est directrice adjointe de l'Express, qui a écrit un magnifique livre très court qui s'appelle Un chagrin français, dans lequel elle part de son rapport au judaïsme. Elle dit qu'elle s'est jamais sentie proche d'Israël, mais ça a changé depuis qu'elle est maman, et que le fait d'être maman l'oblige à être pessimiste. C'est un très beau livre, très court. Je vous invite à regarder. Ariel Wiesmann. Écoutez, moi aussi, c'était Anne Rosencher, mon coup de cœur. C'est vrai. Voilà. Mais bon, moi, je vais dire un truc qui est ni coup de cœur ni coup de griffe vraiment, mais j'assiste avec effarement au délitement en parallèle de 2 grands maires européens qui ont aspiré à des fonctions plus hautes, Boris Johnson et Anne Hidalgo, et c'est assez réjouissant, assez drôle. Hubert Prolongeau, rapidement. Alors moi, ça serait plutôt la réhabilitation d'un cinéaste trop méconnu qui s'appelle Jérôme Bonnel, qui vient de sortir un très beau film qui s'appelle Charléa, qui a été un bide complet, et qui a actuellement une série également très riche, enfin une mini-série, c'est 3 fois 45 minutes, donc en fait c'est un film un peu long découpé en 3 morceaux, qui s'appelle Les Herbes Hautes, et ce sont 2 réussites, et Jérôme Bonnel n'a jamais connu la gloire légitime et méritée d'un Desplechin, et il devrait donc essayer d'aller voir Charléa si ça passe encore près de chez vous. Alors mon coup de cœur, c'est, je m'excuse, je vous aime beaucoup, Noémie, vous le savez, mais je peux pas vous rejoindre là-dessus. Et mon coup de cœur, c'est le discours du président de la Knesset devant le Bundestag, qui s'est terminé par une crise de larmes. Il n'a pas pu continuer à dire le Kaddish. Il faisait le Kaddish. Mais en quoi c'est incohérent avec ce que j'ai C'est incohérent parce que vous avez remis en question le fait de marquer cette journée du 27, qui est une journée mondiale. C'est pas une journée française, c'est une journée mondiale pour la... Je parlais du fait que ce soit instrumentalisé dans le cadre d'une campagne présidentielle. Oui, mais instrumentalisé comment? Ils ont été à Auschwitz et le président a été à Oradour-sur-Glane. En quoi c'est une instrumentalisation? Écoutez, j'espère qu'on aura le temps d'en reparler. On en reparlera. Merci à tous les 4, Michel Taubman, Hubert Prolongeau, Noémie Aliwa et Ariel Wiesmann. Bon dimanche à tous.